Bienvenue à vous sur le plateau de la matinale de ce mercredi 18 janvier. Si vous nous rejoignez pour prendre votre petite dose d'actu 100% Vendée en ce milieu de semaine, nous avons 26 minutes devant nous pour faire le point sur l'actualité du jour. Et avant de rentrer un petit peu dans les détails justement du programme de ce mercredi, un petit rappel sur tvvendée.fr ainsi que sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Vous pouvez retrouver le replay, donc la vidéo à la demande de l'invité chaque jour de la matinale. Alors aujourd'hui, c'est un invité quand même relativement aspect pratique. L'ouverture de cette deuxième phase de Parcoursup. Si vous n'avez pas pu tout suivre ou pas tout noter, n'hésitez pas donc à écouter à votre rythme sur les différentes plateformes de TV Vendée. Ceci étant dit, l'actualité du jour que nous allons développer dans les prochaines minutes, eh bien nous allons notamment parler de cette Sablaise qui serait, le conditionnel est encore de mise, qui serait donc devenue hier la doyenne des Français à 112 ans. On sait déjà que Marie-Rose Tessier est la doyenne des Vendéens, mais avec le décès en début de semaine de la doyenne de l'humanité, Sœur Andrée, qui était donc aussi la Française la plus âgée, eh bien la distinction serait désormais en Vendée. Nous allons aussi essayer de nous projeter un petit peu sur la journée de demain. Ce n'est pas forcément très simple de connaître l'ampleur de la mobilisation contre la réforme des retraites. Alix Solanos va nous rapporter les informations qu'elle a pu obtenir sur les perturbations en Vendée. Un nouveau sport aussi, ça c'est pour les amateurs de jeux de raquettes, le pickleball ou tennis léger, comme on dit au Canada, arrive d'Amérique du Nord et commence à se pratiquer dans le département. Et puis côté chronique, nous allons faire un gros plan sur le dernier film Chorale de François Ozon. C'est une enquête dans le Paris des années 1930, avec Isabelle Huppert, Fabrice Lucchini ou encore Danny Boone. Voilà pour le programme. On parlera de foot aussi. Il n'y a plus de tickets pour aller assister au match de la Coupe de France du VHF vendredi. Tout est parti hier très rapidement. La météo. Avant de revenir sur ce sujet, avec le froid qui va marquer ce milieu de semaine, qui va vraiment marquer cette journée. Une journée ensoleillée d'ailleurs, une belle journée d'hiver, vous voyez, avec des éclaircies. Normalement, un temps à peu près sec, à part quelques averses qui sont possibles au niveau des Sables d'Olonne et sur l'île Dieu, mais partout ailleurs, l'ambiance sera sèche et de belles éclaircies. Cet après-midi, le temps reste ensoleillé et si les averses se prolongent sur l'île Dieu, eh bien, elles vont délaisser les sables et arroser ponctuellement le centre du département. Un petit vent encore nord-ouest 30 à 40 km/h et donc des températures qui ne grimpent pas beaucoup, entre 5 et 7 degrés sur le continent, 8 sur nos îles. Un temps estival sur l'île de Noirmoutier et l'île Dieu aujourd'hui. Le baromètre EcoWatt qui arrive à présent, vous le voyez, tous les voyants sont au vert et oui, les températures sont en baisse certes, mais tout juste et nous ne sommes pas encore en situation de surconsommation d'énergie. Il n'y a donc pas de vigilance particulière à avoir, si ce n'est celle d'avoir évidemment une consommation raisonnée. On va regarder les horaires de marée à présent avec le même rythme qu'hier. Une mer qui est en train de monter. Elle sera à son point le plus haut un petit peu avant 14h. La basse mer, c'est logiquement 6 heures après, dans la soirée à 19h30 et des coefficients qui grimpent. La carte des marchés, Antoine, maintenant, avec l'ensemble des rendez-vous de ce mercredi qui apparaissent à l'écran. Et nous avons un petit nouveau sur cette carte, c'est Luçon. Et oui, parce que nous avons une téléspectatrice qui nous a envoyé un petit message pour nous rappeler qu'il y avait le marché samedi, mais aussi le mercredi à Luçon. Donc on l'a rajouté. Si de la même manière, si vous voyez des petites coquilles, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire des communes qui n'apparaissent pas alors qu'elles devraient être sur notre carte des marchés du mercredi, n'hésitez pas à nous envoyer un mail accueil@tvvendée.fr. Pour l'éphéméride, c'est la fête des Prisca aujourd'hui, celle des Gwendal également, tout comme les Prissy. Le soleil se couchera en Vendée aujourd'hui à 17h48. On passe au journal. Et nous commençons donc avec cette information qui est tombée hier dans la soirée. Sœur Andrée, qui était jusqu'alors la doyenne des Français et la doyenne de l'humanité, est décédée dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 118 ans. Sa remplaçante, en tout cas à l'échelle nationale, pourrait bien être vendéenne. Notre doyenne, la Sablaise Marie-Rose Tessier, a 112 ans, ce qui lui avait d'ailleurs valu, vous le voyez, le dernier portrait du projet Pose Vagabonde de Jean-Marie Poirier l'année dernière. Eh bien, selon toute vraisemblance,
c'est notre Marie-Rose qui est désormais la Française la plus âgée. Elle est née Bousseau, c'est son nom de jeune fille, à Beaurepaire, avant de grandir aux Herbiers. Et donc le conditionnel est de mise, oui, car il est toujours possible qu'une personne plus âgée ne se soit pas fait connaître. Mais il y a quand même de grandes chances pour que l'information soit juste, puisque Marie-Rose a 112 ans, soit quasiment l'âge moyen des dernières accessions à la doyenneté, qui était de 113 ans. Que vous ayez décidé de défiler ou non, vous avez en tout cas peut-être commencé à réfléchir à l'organisation pour la journée de demain. Ce jeudi 19 janvier est annoncé comme assez compliqué, notamment dans les services publics. Des perturbations pour s'opposer à la réforme des retraites, une réforme qui concerne tous ceux qui sont nés après le 1er septembre 1961. 2 cortèges sont prévus en Vendée. Le premier, c'est à 10h, le rendez-vous à Fontenay-le-Comte. Le deuxième, à 14h, à La Roche-sur-Yon. On fait le point sur la mobilisation avec Alix Solanos. Difficile de connaître l'ampleur du mouvement, mais depuis les annonces du contenu de la réforme gouvernementale sur les retraites par Elisabeth Borne, tous les syndicats ont appelé à manifester ce jeudi 19 janvier. Santé, école, transport, énergie, cela concerne tous les secteurs. Mais je vous le disais, difficile d'avoir une idée précise de l'ampleur de la mobilisation. Nous avons contacté de nombreuses mairies et services concernés et la plupart étaient encore dans l'attente de chiffres. En ce qui concerne l'éducation, le principal syndicat du primaire, le SNUIP-FSU, indiquait que 70% des enseignants pourraient faire grève ce jeudi. Des enseignants qui rentrent traditionnellement assez tard sur le marché du travail, pas avant 24 ou 25 ans en raison de longues études, et donc une profession particulièrement mobilisée contre cette réforme des retraites. Le risque, c'est donc de voir de nombreuses écoles fermées ce jeudi. À Challans, par exemple, 30% des enseignants ont déjà déclaré faire grève. La ville assurera un service minimum. En revanche, en ce qui concerne le personnel municipal qui assure les services de cantine ou du périscolaire, il ne pourra pas être remplacé. Concernant les transports et notamment le service Impulsion qui dessert toutes les communes de l'agglomération lyonnaise, là aussi il va y avoir des perturbations. Environ 20% des conducteurs de bus sont d'ores et déjà déclarés grévistes. La société attend d'avoir toutes les déclarations pour mettre en place un plan adapté, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que la priorité sera donnée aux extérieurs, c'est-à-dire aux transports vers les communes de l'agglomération lyonnaise, dont Pierre-sur-Yon, La Ferrière, etc. C'est donc le centre-ville de La Roche-sur-Yon qui sera le plus impacté par les perturbations si vous devez vous organiser. Les syndicats sont donc en effet tous vent debout contre cette réforme qu'ils jugent beaucoup trop brutale et ce jeudi pourrait n'être que le début d'une mobilisation qui pourrait s'inscrire dans le temps. Et donc, d'après les dernières informations, au niveau de la circulation de la SNCF, un TGV sur 5 devrait circuler demain jeudi. Il n'y aura pas de TER entre Nantes et les Sables-d'Olonne. Enfin, du côté de l'éducation et d'après le syndicat SNUIPP-FSU, la moitié des enseignants du public seraient absents. Au chapitre de la culture, à présent, le musée mobile termine sa tournée dans les Pays de la Loire. Et il termine ce tour en Vendée, avec une présence actuellement à Chavagne-en-Paillé. Dernière étape, ce sera la semaine prochaine à Mortagne-sur-Sèvre. Son principe est toujours le même, mettre l'art contemporain à la portée de tous, notamment les plus jeunes. Grégoire de Châtillon a glissé sa caméra à hauteur de ses pieds du côté de Challans. J'ai entendu le moteur, je crois. Le rythme, la pulsation, la vibration, l'exposition s'intitule « Battre la mesure ». Les claquettes, la danse, le sport, la poésie, autant de disciplines à ressentir, à découvrir pour ces élèves de CP grâce à cette exposition d'art contemporain itinérante. Alors, est-ce qu'elle est tout à fait normale cette guitare? On a dit que c'était une guitare électrique, on a le câble, vous voyez qu'elle est branchée, on a l'amplificateur. J'ai bien aimé la guitare et le cinéma quand elle faisait les claquettes. J'ai bien aimé les tableaux. J'ai aimé le cinéma et aussi la guitare. L'idée vraiment, lorsqu'on accueille les enfants, c'est de faire travailler leur imaginaire sur ces tableaux, de les laisser s'exprimer aussi, nous dire ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ressentent devant ces œuvres, où est-ce qu'ils perçoivent justement du son, du mouvement. Et l'idée ensuite, c'est aussi qu'à leur tour, ils jouent un petit peu aux artistes et ils se mettent en mouvement devant les œuvres. Le musée mobile, appelé aussi le MUMO, a démarré son voyage en septembre dernier. Un voyage dans les Pays de la Loire qui se termine en Vendée avec cette idée de faire découvrir l'art contemporain
à tous les publics sur une vingtaine d'étapes dans la région. Continuer l'histoire du Mumo de l'autre côté. Hop. On propose toujours des ateliers en lien avec les œuvres de l'exposition ou le camion qui permettent vraiment de lier la thématique à une pratique artistique. Après Chaland, le Mumo continuera son voyage en Vendée à destination de Chavagne-en-Paillé. Une autre idée de sortie à présent pour cette fin de semaine, pourquoi pas. Un nouvel escape game ouvre ses portes dans le département. On connaissait déjà plusieurs adresses, notamment du côté des Herbiers, de La Roche-sur-Yon ou encore des Sarres-en-Bocage. Eh bien, vous pourrez maintenant également aller sur le littoral pour le découvrir, puisque l'échappée est à Saint-Jean-de-Mont, aux manettes de passionnés d'escape game qui voulaient animer leur ville toute l'année. On avait déjà fait des escape games avec mon copain et on a beaucoup aimé et on s'est dit à Saint-Jean-de-Mont il manque quelque chose l'hiver pour distraire les gens et au lieu du cinéma on a un bel escape game qui renforce le lien familial et l'esprit d'équipe. C'est moi qui écris tout. La décoration, c'est beaucoup de faits maison et de seconde main. Donc les vides-greniers, tout ça, c'est de la récup. Les meubles, on les retape. On s'y prend des mois à l'avance. Donc pour tout ce qui est recherche de meubles, tout ce qui est création, là pour le carnaval, les masques, je les ai faits à la main. Donc oui, ça demande beaucoup de préparation. Un mot de football à présent avec, mais c'était à prévoir, toutes les places mises en vente pour le stade Massabielle ce week-end qui ont été vendus. 4000 tickets qui sont partis en quelques dizaines de minutes hier soir. La raison de cet engouement pour le VHF, l'équipe des Herbiers, donc la Coupe de France, évidemment, les 16e de finale, même plus précisément, qui se tiennent samedi en fin de journée face à Reims, une équipe de Ligue 1. La vente prévue ce soir est donc annulée. Il ne reste plus que des billets pour les enfants et les ados jusqu'à 16 ans, ainsi que pour les licenciés. Et on reviendra plus largement d'ailleurs sur cette vente dans les prochains journaux de TV Vendée. Un sport de raquette à présent, une discipline qui arrive des États-Unis et qui s'appelle le pickleball. On le pratique depuis une petite dizaine d'années en France et bien plus récemment en Vendée. Une présentation avec Alexandre Lenaour. C'est un petit nouveau dans le paysage du sport, mais le pickleball compte bien se faire une place dans les sports de raquette. Arrivé en France en 2014, le pickleball est un savant mélange de tennis, de paddle, de badminton, mais aussi de tennis de table. C'est exactement le terrain du badminton. On a également à côté de ça le filet du tennis. On retrouve la prise de raquette du tennis de table et on a également une raquette qui ressemble très fortement au paddle. On va de 1 à 11 points. C'est le premier à 11 points avec 2 points d'écart. Et on a un sport qui se joue avec les points qu'on gagne uniquement quand on a le service. Une discipline qui se veut intergénérationnelle. En simple ou en double, le pickleball mise avant tout sur son côté ludique et accessible. Pour des gens d'un certain âge, je dirais, c'est plus agréable que le tennis. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut jouer avec les enfants. On n'a pas la frappe, la force de frappe, on peut jouer en famille. Si le pickleball reste pour l'heure discret dans le paysage sportif avec ses quelques 300 joueurs inscrits en France, c'est bien de l'autre côté de l'Atlantique qu'il rencontre sa plus grande popularité. Aux États-Unis, il y a plus de 36 millions de personnes qui jouent au pickleball au moins une fois par an. Et 8 millions et demi de personnes qui jouent plus de 8 fois par an. Ça veut dire que c'est des gens qui jouent habituellement. Reste encore une question, d'où peut bien venir ce nom du pickleball, pickle signifiant cornichon en anglais, mais ici rien à voir avec le condiment. En 1965, un Américain voulait construire dans son jardin un terrain de tennis. Et malheureusement, on n'avait pas la place pour ce terrain de tennis. Il a fait son garage et il a trouvé toutes les bricoles possibles pour faire des raquettes en plastique, une balle en plastique, un filet de mini-tennis. Et simplement, au moment où il a fait ses premiers essais, son chien qui s'appelle Pickle a happé la balle. Aujourd'hui, la légende dit que le sport s'appelle Pickle pour le nom du chien et la balle qu'il a croquée à l'impact. Rien à voir avec le cornichon. L'idée de cette intégration au sein du tennis club de la Gaubretière est aussi de redynamiser le club après des années Covid, synonyme d'une baisse de fréquentation. Avec un investissement compris entre 4 et 5 000 euros, le pickleball permet aussi de quadrupler la capacité d'accueil. Là où 2 terrains de tennis ne peuvent rassembler que 8 joueurs, la configuration pickleball permet-elle d'en accueillir jusqu'à 32. Reste maintenant à savoir si ce sport hybride saura rencontrer son public. Les curieux peuvent venir gratuitement l'essayer tous les lundis du mois de janvier, de 16h30 à 22h, avant de peut-être définitivement l'adopter.
Un autre sport, on va parler de voile maintenant avec un point sur la Golden Globe Race qui est toujours en cours. Un peu plus de 4 mois après leur départ, les navigateurs qui participent à ce tour du monde à la voile, en solitaire et à l'ancienne, c'est ça sa plus grande différence avec le Vendée Globe, eh bien ils sont actuellement entre l'Australie et le Cap Horn. C'est l'occasion de faire le point sur la gestion de l'eau à bord, l'eau potable évidemment, et vous allez voir, eh bien c'est une histoire qui est très mathématique. Si je me limite à 1,8 litre d'eau par jour maximum, j'ai encore de quoi tenir entre 60 et 65 jours. Mon plan est le suivant. J'ai aujourd'hui un total de 108 litres d'eau. En ce moment, je bois 2 litres d'eau par jour et j'essaie de m'y tenir. Je réduirai ma consommation quotidienne à 2 litres d'eau quand il ne me restera plus que 100 litres. Quand il ne me restera que 50 litres, je descendrai encore pour atteindre 1,5 litre par jour et c'est tout. Je ne descendrai pas plus bas que ça. Donc oui, j'ai environ de quoi tenir encore 70 jours, mais j'espère aussi qu'il va pleuvoir les prochains jours. Voilà pour l'actualité de ce mercredi matin que nous allons compléter avec les prévisions météo détaillées. C'est une belle journée qui s'annonce fraîche, mais c'est normal, nous sommes en hiver. Donc regardez, il y avait du négatif au réveil, notamment dans l'est de la Vendée, des pare-brises à gratter aussi un petit peu pour tout le monde. Sur le littoral, un petit peu plus de chaleur, quoique, toute proportion gardée. Et globalement, la journée s'annonce lumineuse à défaut d'être vraiment ensoleillée aujourd'hui en Vendée. Et c'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. Au programme, eh bien, un peu comme avec la GGR dont on vient de parler à l'instant, nous allons nous intéresser à la gestion de l'eau à terre. On va parler cinéma aussi. Et puis, nous irons dans les coulisses du marquage des vélos pour ne pas les perdre. Et nous commençons avec le plus de l'info. Coup de projecteur aujourd'hui sur le contrat territorial eau qui a été signé début décembre à Notre-Dame-de-Riez. Un engagement pour améliorer la qualité de l'eau des bassins Vie et Genêt à horizon 2024. Une enveloppe de plusieurs millions d'euros pour restaurer les cours d'eau et les marais du territoire. Alors l'eau, elle est déjà potable et elle est déjà dans les normes. C'est pour aller plus loin que ça et effectivement garantir dans le temps une eau à la fois de qualité et de quantité. On a vu, tout le monde a pu mesurer le changement climatique était vraiment bel et bien là cet été, que ça a des impacts en termes de réduction des débits, de périodes très sèches, de canicules. Et donc ça va forcément impacter la qualité puisque du coup les polluants vont être plus concentrés. Donc si on veut se mettre dans cette dynamique, il faut qu'on travaille dès maintenant sur la qualité et la quantité pour garder une eau disponible et de qualité demain. Notre travail en amont, c'était de préparer des actions ciblées afin de permettre des travaux sur tout le territoire, nos 37 communes du bassin versant. Tout ce qu'en partie aval, donc dans les marais, c'est souvent on fait du curage. Du curage, donc c'est enlever la vase des étiers pour que l'eau puisse passer tranquillement. Après, on a des travaux aussi sur des petits cours d'eau, sur des étangs qui étaient connectés. Donc on déconnecte les étangs en fait pour que le cours d'eau puisse reprendre son lit naturel. Ça va être aussi sur les zones agricoles, en fait, d'accompagner les agriculteurs pour changer des pratiques. Aider les agriculteurs à avoir des pratiques avec moins d'usage de produits phytosanitaires, donc de pesticides ou d'herbicides, et travailler leurs questions agricoles pour avoir également soit du maintien de l'élevage et des prairies, de la mise en place de haies, qui viennent améliorer la qualité de l'eau du robinet que finalement tout le monde va avoir à sa portée chez lui. Et donc pour avoir de l'eau potable, il faut qu'on ait une eau brute de qualité. Donc ce contrat travaille aussi sur ça avec le monde agricole pour avoir une eau brute de qualité et réduire les pressions de polluants. À Saint-Hilaire, ici, on travaille sur la protection de l'anguille, l'armise. On a des marais, nous, municipaux, qui vont abriter en fait des démarches pour la sauvegarde de l'anguille. On va réaménager des marais qui vont abriter plus de biodiversité, qui vont permettre une meilleure reproduction de l'anguille. Voilà. C'est l'action concrète ici, précisément. Mais Saint-Hilaire-de-Riez dépend de tout le travail d'amont. Donc tout ce qui est fait en amont, du côté de Saint-Étienne-du-Bois, du côté de Palouot, tout ça, leur émandrage au Poiré-sur-Vie.
est très important pour nous. Ça veut dire qu'on va peut-être arriver à améliorer un peu la qualité de l'eau, en tout cas pas qu'elle se dégrade et qu'on prenne pas trop de retard sur l'adaptation climatique. On a plus d'eau qui tombe d'un coup ou des périodes de sécheresse plus longues. Du coup, il faut un milieu très vivant pour que ça redémarre et toutes les actions qu'on conduit permettent au milieu d'être un peu plus vivant et donc du coup de mieux résister aux enjeux climatiques. Et pour la petite info géographique, le bassin versant de la Vie et du Jonais s'étend des Lucs-sur-Boulogne et de Belvigny jusqu'à l'océan vers Saint-Hilaire-de-Riez. Ça englobe donc une très grande partie du quart nord-ouest vendéen. On va parler cinéma maintenant. Avec un film qui a tout du Cluedo, vous allez voir. C'est le dernier François Ozon. Après 8 femmes, après Potiche, place à Mon crime. C'est un film choral qui se trouve être le coup de cœur de Camille. Madeleine Verdier, jeune actrice sans le sou, aurait tué à bout portant le grand producteur Monsieur Montferrand. Encore une fois, il s'agit d'une femme. Le parquet est rempli de crimes non élucidés. Et il m'aura suffi d'un seul interrogatoire pour découvrir la coupable. Je confirme le crime de ma cliente, mais je confirme aussi son innocence. Quand ils connaîtront les détails de ton crime, ma petite Madeleine, ils t'admireront. Notre crime serait d'être des hommes. Son crime. Laissez-moi rire. Mon Dieu, ce crime est une atrocité. Mais que voulez-vous? Je lui dois ma fortune. Mon fils, épouser cette Verdier, ce sera un double crime. J'avoue mon crime. Et la sortie donc de Mon crime, vous l'avez vu, c'est le 8 mars, sortie nationale. Et il y a des avant-premières, dont à Châlons. Et ça, c'est dès ce dimanche. On va regarder le programme chez nous maintenant. Avec une petite pointe d'écho dans notre extrait du jour, un focus sur un programme sur lequel vous tombez régulièrement si vous êtes des habitués de l'antenne de TV Vendée. L'Instant Écho vous propose de partir à la rencontre de Jean-Baptiste Pondevie. Il nous parle d'Ocode, une entreprise qui permet le marquage physique ou digital des objets et notamment des vélos. Ça démarre par un événement il y a une dizaine d'années avec Dominique qui trouve un trousseau de clés. C'est ton associé Dominique. Oui, tout à fait. Donc on est 4 associés dans Ocode. D'accord. Et donc Dominique trouve un trousseau de clés, il se dit il faut qu'on arrive à trouver une solution pour que je puisse restituer ces clés à son propriétaire. D'accord. Donc c'est derrière ça que Ocode donc est né. Donc on le répète, une start-up qui développe une technologie, alors pas la technologie, mais qui développe une solution basée sur la technologie de la blockchain. Alors la blockchain c'est complexe, c'est difficile à comprendre pour un lambda comme moi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer simplement ce que permet Ocode avec un exemple peut-être ? Oui, bien sûr. Alors, je vais prendre un cas d'usage qui est assez simple, qui est le vélo. Voilà. Tout le monde a un vélo. Et donc, aujourd'hui, les vélos sont marqués. Et donc, on va marquer un vélo avec un identifiant unique, avec un Ocode, par exemple. Et donc, avec ça, on va garantir deux choses. On va garantir la propriété du vélo. Donc, on va garantir que tu es bien le propriétaire de tel vélo. D'accord. D'accord. Et on va garantir aussi l'objet. Donc, qu'est-ce que c'est comme objet? La marque, la couleur, la taille, et ainsi de suite. D'accord. Et à partir de là, on va mettre ça dans un registre et on va garantir l'information. Comme une carte grise d'une voiture, sauf que c'est digital. D'accord, je comprends. Alors tu parles de Ocode, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet il est marqué véritablement, c'est ça? Il est gravé? En fait, il y a plein de systèmes de marquage. Sur un vélo, c'est plutôt soit des stickers ou marqué directement gravé. Mais ça peut être imprimé, ça peut être. Il y a plein de solutions. D'accord. Et donc on peut mettre ça sur différents objets. Donc on a aujourd'hui fait beaucoup de vélos, mais on peut par exemple mettre ça sur un cahier. Par exemple, le Ocode est unique, donc c'est mon cahier. Et donc si tu trouves ce cahier-là, tu vas pouvoir me le restituer sans me donner ton nom, ton numéro de téléphone. Tu vas scanner le code via une web app ou une app et tu vas rentrer en contact avec moi directement. Tu vas pouvoir me le restituer.
Et donc l'instant écho, vous allez le retrouver au fil de la journée sur l'antenne. Nous, on passe au nouvel indice du jeu de la matinale. Avec des images inspirées des journaux de la semaine dernière, images envoyées par le Puy du Fou, puisque nous vous demandons quelle est la particularité de leur campagne de recrutement des saisonniers cette année. Comment le Puy du Fou compte-t-il recruter ses talents pour la saison 2023 ? C'est un petit peu original. Indice du jour, 5 métiers seront présentés à cette occasion. Notamment dans la restauration ou encore dans les hébergements. 5 métiers seront présentés à cette occasion, mais donnez-nous la particularité de la méthode de recrutement cette année des saisonniers du Puy du Fou. À la clé, 2 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places de ciné, puisque le partenaire, c'est le Cinéville de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve en direct demain matin, dès 7h, comme d'habitude, dans la joie et la bonne humeur pour l'actu du jeudi. D'ici là, très bon mercredi à vous tous. N'oubliez pas d'écouter en direct ou en différé l'intervention d'Hervé Leroc qui va parler de TV Vendée chez notre ami Philippe Vandel dans son émission Média sur Europe 1. C'est ce mercredi matin. Quant à nous, très bonne journée et à demain.